Bienvenue sur Bâtir pour soi, le podcast qui parle santé mentale et qualité de vie au travail. Je suis Clémence Beretta, athlète olympique en athlétisme et chargée de prévention santé-sécurité pour le groupe Bouygues. Au fil des semaines, je vous invite à mieux comprendre les enjeux de santé mentale qui nous touchent tous sur notre lieu de travail, mais pas que. Nous donnerons aussi la parole aux experts pour entendre leur point de vue et découvrir les dernières études scientifiques. Bonne écoute sur Bâtir pour soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme au parcours fascinant et inspirant, Magali Tennette. Elle est psychologue du travail, grande sportive et accompagnatrice en montagne. Elle organise notamment des expéditions au Kilimandjaro, spécialement conçues pour les femmes. Avec un parcours riche en expérience, elle incarne l'idée que les sommets ne sont pas qu'une question de hauteur, mais également de dépassement de soi. Bonjour Magali et merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour un peu mieux comprendre ton parcours, ma toute première question, ça serait de savoir justement comment t'es venue l'idée de devenir psychologue. Est-ce que ça a toujours été une vocation ? Et est-ce que tu as toujours été sportive ? Car aujourd'hui, on le rappelle, tu es aussi accompagnatrice en montagne. Alors les deux. La psychologie, c'est un domaine qui m'a intéressée au lycée, quand j'étais en terminale avec la philo. Ça a été mes premières approches. Et puis j'ai enchaîné donc sur des études universitaires à Nancy pour me spécialiser en psychologie du travail. Et donc j'ai appris beaucoup de choses sur le rapport entre les salariés dans les entreprises, le management et puis les postures que nous psychologues nous pouvions prendre pour accompagner les collaborateurs dans leurs entreprises. Assez vite, après la fac, je suis allée dans le monde de l'insertion professionnelle pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche de recherche d'emploi. Et j'ai appris beaucoup de choses en fait. Ça a été une super école parce que j'étais pas vraiment psy à l'époque, j'étais plutôt là pour aider des personnes en difficulté et ça a été pour moi un vrai révélateur par rapport au domaine dans lequel j'évoluais. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Après j'ai fait du conseil en entreprise, donc là vraiment sur des problématiques management. À l'époque où les entreprises licenciaient dans l'équipement automobile et le textile dans les Vosges. Donc c'était des années très compliquées où il y avait plus de personnes en demande d'emploi, enfin en recherche d'emploi que d'offres. Il y avait de vraies difficultés pour les placer. Mais c'est pareil, ça a été une super école pour relever les défis et les challenges. J'ai vraiment apprécié ce côté-là parce qu'il y avait des beaux résultats. Les personnes finalement arrivaient à se redécouvrir dans d'autres métiers. Et ça enrichit mon parcours et mon approche. Et après, j'ai travaillé dans la formation professionnelle pour adultes pendant 8 ans où je recrutais des stagiaires et je les accompagnais quand il y avait des difficultés en formation. Il y a une douzaine d'années, j'ai eu envie de changer de métier, plutôt d'approche. Je me suis formée à différentes méthodes pour devenir psychothérapeute dans le but d'ouvrir mon cabinet. Et dans ce cadre-là, je me suis formée à la sophrologie caïcédienne, j'ai fait de l'hypnose thérapeutique et à la méthode EMDR, qui m'a permis de pouvoir avoir un rapport beaucoup plus poussé et profond avec les personnes. Donc bien comprendre leurs problématiques en lien avec leur parcours de vie. Et puis à ce moment-là, j'ai développé plutôt une approche intégrative où j'apportais des réponses ou des outils adaptés aux besoins des personnes. Parallèlement à tout ça, j'ai toujours fait du sport, en loisir essentiellement. J'ai fait de l'athlé, du triathlon, beaucoup d'alpinisme aussi quand j'étais jeune. Et j'ai passé un brevet d'accompagnateur en montagne un peu par défi au départ parce que j'avais envie de savoir ce que je valais en montagne. Et puis petit à petit, je me suis prise au jeu. Le métier m'a plu et m'a amenée à me reconnecter avec la nature. Encore plus qu'avant. Okay. Plus dans le côté sportif et dépassement, mais plutôt dans le côté reconnexion. Voilà, donc ça c'est un peu le profil et mon approche. Et puis petit à petit, j'ai trouvé de la cohérence entre tout ça, ce qui m'a amené à relever, à aider les personnes à relever les défis au travers
de trek en montagne ou de la recherche d'atteindre le sommet. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est ta philosophie de travail, ce qui te guide finalement au quotidien. Je dirais que depuis 10 ans, j'ai eu la chance de faire un métier passion où j'ai réussi vraiment à associer tout ce que j'ai appris dans mon parcours pro et tout ce qui m'anime dans la vie. J'ai toujours cherché à évoluer professionnellement en adéquation avec mes valeurs et ce qui me plaît. Donc au début j'étais dans une approche plutôt standard telle qu'on nous l'apprend à la fac, et puis petit à petit je me suis autorisée à aller vers des choses un peu plus extra, un peu plus larges, et à partir du moment où j'ai réussi à trouver comment connecter mon métier d'accompagnateur en montagne et celui de la psychologie, là je me suis vraiment éclatée, quoi. Ok. Sur ce mois-ci, dans le podcast Bâtir pour soi, on a vraiment voulu un petit peu vulgariser, expliquer aux gens c'était quoi les syndromes d'épuisement professionnel. Il y a eu un épisode où j'étais solo micro, où j'ai essayé vraiment de rendre ça le plus accessible possible, mais on aimerait beaucoup entendre le point de vue d'un vrai professionnel de santé sur, en tout cas une psychologue sur ce domaine-là. Pourrais-tu du coup nous expliquer ce qu'on entend par un syndrome d'épuisement professionnel ? Ce sont des personnes qui se sont hyper investies au travail, mais souvent en externe aussi, c'est dans la vie perso, pro, parfois même sportive, et qui ont oublié souvent d'écouter leur corps et les symptômes en fait. Donc ces personnes puisent dans leurs ressources, ont la conviction qu'elles qu'elles ont un potentiel qui est non limité. Et le souci, c'est que à être dans cette posture-là, ça amène, à la fois le mental et le corps à saturer. Et quand elles s'en rendent compte, souvent il est trop tard. Moi, ma difficulté en tant que professionnelle, c'est que j'essaie de faire du préventif, et très honnêtement, ça marche rarement. Parce qu'il y a aussi des types de personnalités qui sont à risque. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont exigeantes, qui veulent montrer une bonne image d'elles-mêmes, qui ont du mal avec l'échec, qui ont beaucoup de ressources, qui aussi ont fait énormément de choses et qui ont toujours réussi à entreprendre ce qu'elles avaient envie de faire, mais qui oublient parfois qu'à 50 ans, on n'a plus les mêmes possibilités qu'avant. Et à ce moment-là, d'ailleurs c'est souvent l'âge où les personnes craquent, entre 45 et 55 ans, quand elles ont dépassé leurs limites, elles s'écroulent et elles ne peuvent plus rien faire. Donc physiquement, c'est assez impressionnant à observer. Ce sont des personnes qui ont toujours le même discours, qui expliquent que la veille, elles étaient bien, elles arrivaient encore à faire beaucoup de choses, et qu'elles se sont réveillées un matin incapables de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça le vrai burn-out, le véritable épuisement professionnel. Justement, tu as bien dit que c'est ça qu'on appelle le burn-out, et c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même ce mot qui est... Alors, d'une part, c'est très bien que les gens... que ça se démocratise, qu'il y a moins de tabous autour de ce mot-là, mais de l'autre côté, c'est, je pense, un petit peu trop utilisé parfois. Et ça vient même décrédibiliser des gens qui sont réellement en burn-out, parce qu'on l'utilise un peu à tort et à travers sur ce que je pourrais appeler plutôt du surménage. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est des personnes qui ne sont pas en burn-out, mais sont plutôt dans une fatigue qui est extrême mais passagère ? Le surménage, c'est plutôt ponctuel. Ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est à un moment donné quelqu'un qui a peut-être entrepris trop de choses et qui se sent fatigué par un trop-plein d'actions, mais qui va se rétablir en très peu de temps. Alors que quelqu'un qui fait un burn-out, c'est entre 6 mois et 2 ans pour se réparer. Et comme je dis toujours, on y laisse des plumes. Les plumes, ça ne repousse pas. Donc quand on repart, on repart avec des choses en moins. Il faut aussi apprendre à s'adapter. Alors par contre, ce que je pourrais te dire, c'est que par expérience, la plupart des personnes qui ont fait un burn-out et qui sont venues en consulte en sont sorties grandies. C'est des personnes qui du coup ont pris énormément de choses sur elles, qui ont dû faire un travail sur leur profil, leur parcours, leur personnalité, pour apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Et quand elles ont compris pourquoi elles en étaient arrivées à ça, généralement elles ne recommencent pas. Donc elles repartent avec des bases beaucoup plus
s'adapter et s'enrichissent de tout ça. Ça me parle beaucoup. Moi, pour la petite anecdote, j'ai fait un vrai burn-out pour le coup, diagnostiqué en 2017. Donc j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et c'est exactement, tout ce que tu expliques de ton point de vue psychologue, c'est exactement ce que j'ai vécu. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi vécu ça, c'est un vrai déni. Parce que pendant des mois, voire des années, il y a des symptômes, mais que sur le moment, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir ni les entendre. Et effectivement, ça peut paraître fou chez les personnes qui n'ont pas vécu ça, mais il faut vraiment se dire que c'est du jour au lendemain. En tout cas, comme moi je l'ai vécu et comme de nombreuses personnes le vivent, c'est la veille tout va bien et le lendemain on n'est plus capable de rien, quoi. Donc c'est pas juste on est feignant, on peut pas sortir du lit, c'est réellement on ne peut plus, quoi. Et également par rapport au fait la fatigue passagère, je pense que beaucoup plus de gens peuvent le subir et le sentir. Faut pas non plus paniquer, c'est pas forcément un burn-out, mais c'est quand même des signes assez significatifs qui sont pas banalisés, qu'il y a un problème, qu'on a quand même trop tiré sur la corde. Je l'ai aussi vécu, et c'est vrai que la grande différence, c'est que dans des cas épisodiques de surménage, globalement, en 2-3 jours de repos, les symptômes partent. Un burn-out, moi je me souviens qu'à l'époque, avant qu'on me diagnostique, j'avais des périodes où je pouvais me reposer. Mon coach me disait on va essayer 5 jours de repos, 1 semaine de repos, 3 semaines de repos. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois, on pensait qu'il y avait un problème qui était physique et on s'acharnait jusqu'au jour où j'ai ce diagnostic. Et non, c'est pas 3 semaines de repos qui règle le problème parce que c'est un problème de fond. Donc justement, t'en as d'ailleurs parlé de ces fameuses causes et ces racines. Un petit peu en tout cas de ce que tu vois chez les gens là qui ont souvent des grosses ressources, mais quelque part, en tout cas c'est comme ça que j'interprète et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on a fui, qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir au point de se donner corps et âme à travers une activité, qu'elle soit professionnelle ou non. Dans mon cas, et tu pourras rebondir dessus, c'était vraiment moi j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais une pseudo confiance en moi, estime de moi construite sur le sport, mais ça aurait pu être un travail classique. Et c'est vraiment... j'avais plein de choses qui devaient être réglées, mais que j'ai mis sous le tapis, quoi. Alors, tu as certainement entendu parler du syndrome de l'imposteur. Ce sont des bons éléments pour à risque par rapport au burn-out. Ce sont des personnes qui ont des problématiques d'estime, qui ont du mal à s'approprier leurs propres valeurs, qui sont d'accepter leurs limites. Donc souvent, ce sont des personnes qui veulent prouver à soi-même ou aux autres et qui se mettent en danger essentiellement par rapport à ça. Je pense que c'est un des principaux facteurs qui amène à ça. C'est aussi l'image renvoyée par rapport à la société, la peur de décevoir. C'est aussi la conjonction de tout ça qui fait, c'est pas un paramètre, c'est plusieurs paramètres à la fois. C'est rare qu'on fasse un burn-out à 20 ans, alors peut-être, sauf dans le milieu sportif où on vous demande quand même beaucoup, et puis vous n'avez pas trop droit à l'erreur, ça fait partie aussi de la culture de ce type de discipline. Au travail, il y a certes la pression de l'environnement, des patrons, peut-être des collègues, mais souvent les personnes ont des croyances ou des valeurs qui les empêchent aussi de se mettre des limites. Et le problème, il est là, c'est que, je vais donner un exemple, moi j'ai travaillé avec des personnes qui étaient cadres supérieurs, avec des postes de management, à qui je disais ce serait bien de vous autoriser à sortir 2 fois par semaine à 17h. Donc ces personnes le faisaient 1 fois, 2 fois, et puis au bout de la 3e fois, trouvaient l'excuse de dire non, mais il y a encore une réunion, etc. Et je leur expliquais dans un cadre préventif, parce que là, en plus c'était leur patron qui les amenait me consulter pour que je les aide à pas justement s'enfoncer dans l'épuisement. Elle me disait non, c'est pas possible, on a une réunion de travail, j'ai pas pu la mettre autrement, et du coup revenait de nouveau dans ce rythme où les réunions s'éternisaient, rentrait à la maison à 20h. Donc à ce moment-là, c'est vraiment une problématique de croyance, c'est de se dire la réunion de travail, je peux pas la mettre avant 17h, alors que si, on aurait pu trouver plein d'autres solutions pour que la personne puisse sortir à l'heure, et ça c'est quasi impossible. Moi pendant longtemps je me suis posé la question du préventif, en me disant mais
ça ne marche pas, Ok. réellement. Ouais. Et j'en ai discuté avec d'autres professionnels, même des psychiatres et des personnes qui travaillent dans les entreprises, et le constat est quasiment à chaque fois le même. C'est que je pense que les personnes ont besoin d'aller jusqu'au bout pour s'en sortir. Et tant qu'elles n'ont pas atteint la limite, elles ont du mal à passer dans une action bonne pour elles. Donc c'est vraiment une des difficultés sur cette problématique-là, c'est d'essayer de modifier les systèmes de pensée des personnes avant qu'elles sombrent. Par contre, une fois qu'elles sont tombées dedans, c'est pour ça que je te dis que c'est positif aussi. Ouais. Et souvent, en première phrase, je leur dis bon ben voilà, vous avez atteint la limite, mais rassurez-vous, aujourd'hui ça ne peut qu'aller mieux. Et vous allez vous en sortir, on va trouver les ressources et vous en sortirez grandi. Et c'est toujours le cas. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entreprise justement ou des entreprises qui te sollicitent par rapport à une forme de prévention, d'accompagnement? Moi, j'ai des entreprises dans le secteur du bâtiment et le médico-social qui me sollicitent depuis 6-7 ans pour accompagner leurs collaborateurs. Ça a souvent commencé avec les cadres, en fait, soit des dirigeants, soit des directeurs, justement qui se sentaient en épuisement ou en fragilité, trop investis en fait, dans l'entreprise d'une manière qui était presque pathologique et qui m'ont vraiment laissé carte blanche pour pouvoir les accompagner. Donc, un nombre d'heures que j'adaptais, qui devait vraiment correspondre aux besoins des personnes. Et une fois que la personne a franchi le pas de m'appeler, parce qu'il faut quand même qu'elle soit actrice et qu'elle me sollicite, très vite ça s'est enclenché sur un ajustement qui était vraiment favorable pour avoir une meilleure posture en tant que patron. Et souvent aussi une approche avec les équipes qui était hyper intéressante, où ces patrons-là ont avoué à leurs équipes leur fragilité. Et ça a été très intéressant parce que les équipes se sont mobilisées, ça les a fédérés pour le remplacer sur certaines tâches, sur certaines missions, pour le soulager sur d'autres. Et comme tout le collectif s'est mobilisé au travers d'une difficulté, eh bien ça a réaligné. Et la personne, au bout de 3-4 mois quand même, a réussi à reprendre ses fonctions. Mais il y a eu un arrêt de travail 3-4 mois chaque fois. Mais c'est quand même hyper inspirant ce que tu dis, parce qu'il y a encore malheureusement cette croyance que, entre guillemets, il faut qu'on soit des robots et qu'on mette de côté nos émotions, et que la vulnérabilité, c'est malheureusement des fois vu encore comme une faiblesse. Alors que moi, je crois fort que c'est incroyable, ça peut décupler, comme tu l'as dit, un collectif. Il n'y a rien de plus beau que de dire, bah ok, voilà la situation, j'accepte et ça va pas, mais c'est pas parce que ça va pas que c'est la fin, que c'est une faiblesse en fait. On peut surmonter ça. Et c'est un peu ce que j'appelle aussi l'intelligence émotionnelle, cette capacité à s'ouvrir, à parler de ses émotions, à comprendre une dynamique d'un groupe et faire en sorte qu'elle fonctionne. Et ouais, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Alors ça me renvoie à deux choses. Un autre exemple, moi j'ai eu un patron qui a vécu de deuils successifs de proches et qui a tenté de tenir l'entreprise comme il pouvait. Et puis à un moment donné, il a craqué. Il a organisé une réunion avec ses collaborateurs où il a pleuré en fait. Il a vraiment montré son émotion. Et à ce moment-là, il est venu me consulter. Et ça a été aussi un travail collaboratif très riche parce que ses collaborateurs savaient ce qui s'était passé, mais étaient mal à l'aise pour en parler avec lui. C'est pas facile de parler de deuil ou de choses comme ça à un responsable. Et ça a permis d'aplanir toute la problématique. Après ça, les chefs d'équipe et le personnel de terrain a pris le relais et l'a vraiment épaulé. Ça a duré peut-être 6 mois. Et c'est quelqu'un qui a continué pendant 6 mois un accompagnement à mes côtés, même s'il allait mieux. Oui, je ne vois plus, et tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que quand j'ai commencé il y a 25 ans, le mot psychologue, c'était un gros mot en entreprise. Donc quand j'intervenais quelque part, j'étais chargée de mission, j'étais consultante, mais pas psychologue. Ok. Après, je me suis formée en sophrologie, on a commencé à accepter que la sophrologie pouvait rentrer en entreprise, mais toujours pas la psychologie. Et depuis 10 ans, on appelle la psychologue. Mais c'est bien, ça, c'est une belle évolution. Parce que les entreprises m'appellent vraiment pour traiter de problématiques en lien avec la psychologie.
et faire un travail de fond. Je dois t'avouer que ça, c'est une belle révolution. C'est bien. C'est encourageant pour la suite. On va transiter sur une transition sur tes expéditions, le Kilimandjaro. Écoute, raconte-nous un petit peu ça. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup inspiré de voir ça, que tu as mélangé le sport, la montagne avec la psychologie et plus largement l'accompagnement. Et en introduction, tu as dit que c'était vraiment là que tu t'es aligné complètement à ta mission de vie avec tout ce concept-là que tu as créé. Donc, avec plaisir pour t'écouter sur ce sujet-là. Alors, quand je me suis installée en libéral, j'ai assez vite organisé des moments en nature pour faire de la sophrologie sur notre massif. J'animais des ateliers les dimanches matins. Et ça a été le début finalement de la connexion entre l'accompagnateur et la psychologie, où je proposais à des patients en leur disant dimanche matin, si ça vous intéresse, on peut faire un moment de déconnexion, et ça durait 2 ou 3 heures. Donc je l'ai fait pendant quelques années, et puis j'avais envie de proposer quelque chose en lien avec le défi, parce que en consultation, j'ai énormément de femmes qui viennent me voir, et je me suis rendu compte que les femmes ne s'autorisaient pas de temps pour elles. Et ça les mettait aussi souvent en épuisement. Alors pas toujours en burn-out, mais en grande fatigue. Alors, avec audace, en 2019, j'ai proposé à une dizaine de femmes avec qui j'avais une accroche plutôt sympa. Je sentais dynamique, pas forcément sportive, parce que je ne voulais pas le proposer à des sportives. Je pense que les sportives n'ont pas besoin de moi pour ça, en tout cas pour ce défi-là. Et sur les 10, il y en a 5 qui m'ont dit OK. Donc on s'est lancé, j'ai découvert avec elle ce sommet que je ne connaissais pas. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire le Kilimandjaro. Okay. J'ai une espèce d'attirance par la montagne. Et en tout cas, moi je fonctionne beaucoup comme ça, je fais confiance à mes intuitions. Et le premier séjour s'est super bien passé. Ça a été pour moi une révélation. Et là je me suis dit, waouh, mais il se passe des choses magiques. En fait, ces femmes, elles s'éveillent. Et même si on a une qui n'a pas réussi à atteindre le sommet, elle est allée largement au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, et rien que ça, c'était super beau. Dormir dans une tente, se retrouver sans possibilité de communication parce que le réseau passe mal, être aussi avec un collectif de femmes, c'était pas facile, hein, c'était aussi un enjeu pas évident. Et puis tu connais certainement le terme sororité, hein, qui est la puissance du féminin, quoi, et puis ce qui est mal, on était là-dedans. Voilà, donc on a mis en place une belle sororité, et là je me suis dit, grâce à ça, eh bien, ces femmes qui pouvaient avoir des problématiques d'estime, qui avaient plutôt tendance à se rabaisser, ont pu se prouver qu'elles étaient capables d'eux. Et derrière, il y a eu des réactions extraordinaires en termes d'épanouissement, de prise de décision parfois. Certaines ont changé de métier, certaines ont pris aussi de la distance avec des personnes qui leur étaient nocives. D'autres se sont juste contentées d'accueillir cette expérience et de la prendre comme une richesse culturelle aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas pris l'avion, qui n'avaient jamais pris l'avion. Voilà. Donc, suite à cette première expérience, je me suis dit, ouais, mais je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je continue. Donc, j'avais pour idée d'en faire un deuxième quand le confinement est arrivé. Ça ne s'est pas fait, mais bon, ça a été reconduit au moment où on pouvait y retourner. Et comme la Tanzanie est un pays qui s'est ouvert, qui n'a quasiment pas fermé, très vite on a pu enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Wow, ok. Je me suis dit, cette année j'en ai fait 2. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter là pour aller chercher autre chose. Et en fait, je reviens et j'ai pas envie d'arrêter. Trop bien. Et je crois que cette année, tu as emmené ta fille, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, c'est une question un peu plus personnelle, mais est-ce que c'était quelque chose de différent de le vivre avec son propre enfant ? Alors pour moi, le Kilimandjaro, c'était une aventure exclusive pour les femmes. Alors pas du tout parce que je suis féministe, mais parce que j'avais envie de leur apporter autre chose et de leur montrer qu'elles pouvaient s'autoriser à prendre du temps pour elles, pour être encore plus en connexion avec les gens autour d'elles.
souvent les femmes, elles s'oublient, elles se sacrifient pour les autres. Et moi, mon idée, c'est de dire, mais si vous pensez d'abord à vous, vous vous faites du bien, vous rayonnerez, vous n'aurez pas besoin de faire d'efforts. Donc ça, c'est vraiment pour moi hyper important, cette idée. Et comme je m'absente quand même régulièrement, je voulais aussi montrer à ma fille ce que c'était. Donc elle rentre dans une phase où elle est au tout début de sa vie de femme, 16 ans, bon ben voilà, elle commence à se découvrir, elle va s'émanciper, l'année prochaine elle doit partir un an à l'étranger, enfin voilà. Et je voulais lui montrer aussi pourquoi je partais et ce que ça pouvait apporter. Et on a vécu une expérience magique, parce que vivre ça avec sa fille ado, c'est super sympa, et des fois c'était pas simple. Parce que voilà, il y a aussi des émotions qui sont pas faciles à gérer quand on est épuisé. Mais au final, quand on en parle et quand je lui montre mes retours de séjour, elle est super contente et on sent que ça lui a fait du bien. Ouais. Et j'ai aussi amené ma maman, qui avait 67 ans l'année dernière. Ok. Donc c'était aussi un beau moment de partage, parce que c'est des moments privilégiés, c'est des moments où tu te connectes, même si tu parles pas toujours beaucoup. Mais tu vois, ça fait une espèce de reconnexion comme ça à l'autre, et j'ai trouvé ça hyper riche. Alors après, j'aimerais faire trouver d'autres défis dans ce genre-là. Je vais faire la traversée des Vosges l'année prochaine. Ok. Donc, je l'ai proposé à toutes les participantes du Kilimandjaro. Et a priori, il y aurait une vingtaine de femmes qui seraient intéressées pour la faire en 6 jours. Eh ben, génial, vraiment génial. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à chaque personne de sortir comme ça de sa zone de confort, et qu'est-ce que ça apporte justement de cette sortie de zone de confort? Je te donnais un avis personnel. Moi, je pense que quand tu restes dans ta zone de confort et ton quotidien, t'as beaucoup de mal à avoir un autre regard en fait. Parce que t'es dans, même si c'est une situation qui te plaît pas, je parle souvent d'enfer familier, et t'as un paradis qui est inconnu, mais bon, le cerveau il va toujours préférer rester dans ta routine, même si c'est pas forcément agréable. Et sortir comme ça radicalement de ton quotidien, ta zone de confort, là t'es confronté du coup à cet inconnu là. Et des fois, ça crée des déclics fous sur une situation que tu vis quotidiennement, où tu t'es presque accoutumé à ça et tu t'es résigné. Et d'être dans un autre pays, dans une autre culture, même avec des gens qui parlent des fois pas ta langue, tu te dis, ah ouais, en fait, tu te découvres, quoi. Et tu peux vraiment avoir des déclics. Alors, je passe mon temps à amener les gens à sortir de leur zone de confort. Mais c'est pas une masse à faire. En tant que thérapeute, on déploie énormément d'énergie pour les amener à ça, tout en garantissant une sécurité. Beaucoup de personnes ont peur de sortir de cette zone de confort parce que pour eux, c'est de l'insécurité. Donc, l'objectif, c'est de les rassurer et de leur expliquer que s'ils font autrement, s'ils regardent autrement, s'ils changent les paradigmes, que le spectre est un peu différent, eh bien, c'est bien aussi, et ça peut être encore plus confortable. Et je pense qu'à la différence du travail individuel, le collectif, il favorise ça. Parce que ça crée une sécurité, en fait. Tu vois, moi, des fois, en thérapie, je vais dire à une personne, hier soir, par exemple, une dame me dit « j'ai pris du poids, je suis pas bien, et je vais courir une fois par semaine, mais je fais 17 km. » Et je lui dis, là, je pense que c'est pas trop bon ce que tu fais. Tu ferais mieux d'aller 3 fois par semaine et de faire 5 km plutôt que de faire une fois 17 km par semaine. Ah bah oui, j'ai mal à la hanche. Je lui dis, dans ce cas, quand tu sors du boulot, à 17h, va faire ton footing. Elle me dit, mais non, mais je peux pas, il fait nuit. Je lui dis, c'est pas parce qu'il fait nuit que tu peux pas courir. Oui, mais je vois pas les feuilles, je vois plus le paysage. Enfin, voilà. Donc je lui explique peut-être qu'il faut qu'elle pense la situation autrement. Je lui dis, on a plein de clubs, on a plein d'assos ici. Tu vas chercher un club, une structure pour pas être toute seule, et tu vas courir avec eux de manière adaptée. Sinon, dans un an, tu ne courras plus, et peut-être que physiquement, tu pourras plus rien faire. Et je peux te dire que j'ai déployé presque 1 heure en cherchant des arguments, et qu'elle est sortie et qu'elle continuera à faire sa course le dimanche matin, même si elle sait que c'est pas bon pour elle. Et ça, en individuel, on est souvent confronté à ce genre de problématique. C'est que les personnes, elles n'osent pas. Et du coup, dans le collectif,
une fois que tu as réussi à adhérer, tu te rends compte qu'ils t'embarquent vers d'autres horizons avec cette sécurité parce que les autres font. Et dans le Kilimandjaro, ou dans les autres séjours que je fais, parce que j'en fais d'autres ailleurs dans d'autres pays, c'est grâce à cet effet groupe, cet égrégore, que les personnes vont oser faire certaines choses. Je suis allée en Mongolie il y a 2 ans avec un groupe et on nous a fait faire un exercice qui s'appelait le ventre de la mer. Le ventre de la mer, c'est une grotte qui est grosse à peine pour y passer une personne. Et l'idée, c'est de s'enfoncer dans le boyau, qui fait 3 mètres, qui n'est pas très long, pour aller expulser tout ce que tu as envie de vider. Et tu dois faire un demi-tour comme si tu étais dans l'utérus, quoi. Et pour ressortir. Quand tu as la peur des endroits exigus, que tu es claustro, etc., c'est un exercice hyper compliqué. On était 16, tout le monde l'a fait. Parce qu'il y a eu un accompagnement. Wow. Tu vois ? Et la guide qui nous a amenés nous a dit, c'est la première fois que je vois tout un groupe faire cet exercice-là. D'habitude, il n'y a que la moitié des gens qui le font. Parce que justement, il y a eu cet effet groupe, puis après, il y a l'accompagnement qui est là. Donc, une fois que les gens sont en confiance, tu peux leur faire ce que tu veux. Alors, c'est aussi dangereux, parce que bien sûr. Ça peut être aussi un double sens néfaste. Voilà, mais c'est intéressant de se rendre compte que tu peux plus facilement faire sortir les gens de leur zone de confort quand ils sont accompagnés par d'autres personnes. Ok. Voilà. Hyper inspirant, merci beaucoup. Quel conseil, du coup, tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite relever un défi important, qu'il soit physique, professionnel, personnel ? Oser le faire. Alors nous, on a appelé #Jose le projet Kilimandjaro, parce que l'audace, c'est quand même une qualité à avoir pour se développer et puis progresser, mais pas forcément dans la performance. Le #Jose, ça peut être aussi m'ennuyer et rester à la maison et me reposer. Il y a un premier pas à franchir. Et une fois que le premier pas est franchi, après, c'est accepter chacune des étapes sans regarder trop loin. Quand les gens viennent me voir en thérapie, au premier rendez-vous, je leur dis, je peux vous garantir qu'on avancera et qu'il se passera quelque chose de bien, mais ne cherchez pas le résultat et ne cherchez pas à ce que ça aille vite. Pour moi, c'est les 2 principes clés. Si vous ne les intégrez pas, on arrête tout de suite, ça ne marchera pas. Et le projet Kilimandjaro, c'est la même chose. C'est de dire aux personnes, si je vous le propose, c'est que je sais que vous pouvez le faire. Que vous n'y croyez pas là maintenant, je peux le comprendre, mais moi je sais. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de vous organiser ou pas. Et j'ai amené des gens avec des profils tellement atypiques, des personnes en obésité, des personnes qui ont des spondylarthrites ankylosante, des femmes qui ont des cancers, dont une qui a eu une intervention au niveau du poumon parce qu'il y a eu une tache 3 mois avant le départ et qui l'a fait. Une deuxième qui a fait une pause chimio 3 semaines avant le départ pour qu'elle puisse avoir un peu d'énergie et qui au retour posait le cathéter pour repartir sur la chimio. Des personnes de 67 ans, des jeunes de 15 ans à l'époque, voilà, tout un tas de personnes qui au départ ne pensaient pas qu'elles auraient pu réaliser cet objectif-là et qui sont toutes montées au sommet. Il n'y en a que 2 sur 50 qui n'ont pas atteint le sommet et encore elles sont montées jusqu'à 5000. Donc pour elles, extraordinaire quoi. Donc le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est de faire le premier pas et d'accepter chacune des étapes sans se dire je vais absolument arriver là-haut. Ne pas être dans la résistance mais dans l'accueil finalement. Tout à fait, mais ça c'est le maître mot, l'accueil. Et puis l'ajustement. Ok. On est à la fois ensemble mais on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous les mêmes prérequis. Par contre, tous ces ingrédients qui vont permettre aux personnes d'accéder au sommet. Parce qu'à un moment donné, l'une va penser à quelque chose, l'autre va apporter autre chose et comme ça, il y a une interaction dynamique qui se met en place et qui propulse les personnes au sommet. Et ça marche tout le temps. Et puis une qualité que je
que moi je connais beaucoup parce que c'est un peu la qualité qu'on dit numéro 1 dans le sport, c'est l'adaptabilité. Oui. Et je pense que c'est une qualité, à mon avis, à travers cette expédition-là qui se développe chez les personnes parce que quand tu es tellement dans une forme de fatigue, tu peux t'éprouver, tu peux craquer, tu penses que tu peux peut-être ne même pas y arriver, puis au final, en fait, tu retrouves des ressources en toi que tu ignorais, et c'est ça l'adaptabilité quelque part. Tout à fait, c'est vraiment... on sous-estime nos capacités, on le sait tous. Ouais. On utilise 10% de notre potentiel. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi d'éveiller les personnes pour leur dire, mais vous pouvez beaucoup plus. Et vous pouvez beaucoup plus sans faire beaucoup d'efforts. Il suffit juste de trouver les bons ingrédients et d'avoir un peu d'estime. Est-ce qu'il y a une technique ou un exercice que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent pour mieux gérer son stress, une petite technique assez simple à mettre en place? Il en existe plein. Moi, je sais que dans le sport, celle que j'utilise beaucoup, c'est les mantras, les ancrages à partir de mots que je me répète. Est-ce que toi, tu as une technique comme ça que t'aimes? Moi, j'utilise la respiration. Réapprendre à respirer par le ventre, la respiration de la naissance. En sophrologie, on dit que c'est la respiration du lâcher-prise. C'est le b.a.-ba et c'est ce que je transmets dans les entreprises aussi. C'est très simple, tu peux le faire en mouvement, quand tu es en réunion, en voiture, dans n'importe quel endroit. Donc c'est inspirer. Au moment où tu inspires, tu gonfles le ventre et quand tu souffles, tu rentres le ventre. Et en faisant quelques respirations comme ça, tu peux vraiment évacuer les tensions, notamment au niveau de l'expire. Donc on dit qu'on déplace le négatif. À chaque fois que tu expires, tu souffles l'air, eh bien, tu vas rejeter, évacuer tout ce qui est toxique. Ça, c'est la méthode la plus simple. Et puis, je parle aussi beaucoup d'ancrage. Ok. Tu vois, parfois, se mettre pieds nus dans sa pelouse, tout simplement se mettre pieds nus, puis prendre 2 minutes pour être en conscience ici et maintenant, ça t'offre un véritable moment de ressourcement, quoi. On est trop dans le mental, voire trop haut, et les personnes ne savent plus se reconnecter. Ça fait partie aussi de mon approche dans ce que je peux proposer, c'est mais soyez présents, quoi. On le sait tous, hein, des centaines de bouquins qui existent par rapport à ça, des psychiatres, des philosophes qui reparlent de ces ancrages-là. Et si on insiste tellement là-dessus, c'est parce qu'on a tout oublié. On est trop dans le matériel. Le Kilimandjaro, c'est aussi être épuré. On peut quasiment pas utiliser son téléphone. On dort en détente. Alors, on mange bien, mais ça reste quand même sous une tente. Il peut faire très froid. On sert avec une petite bassine d'eau. Et tout est OK. Et ça aussi, ça permet aux personnes de s'émanciper, de se redéployer. Parce qu'elles se rendent compte qu'avec peu de choses, on peut être hyper heureux. D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, mais les personnes qui nous accompagnent sont des personnes qui n'ont rien et qui sont hyper joyeuses. Je dis pas que le quotidien est facile, mais il y a des sourires tout le temps. Ils savent nous mettre en sécurité par le toucher, par le regard. Ils acceptent les moments où on est en difficulté, parce que le Kilimandjaro, c'est aussi parfois être malade. Le mal des montagnes, ça peut être des nausées, des diarrhées, des pertes d'équilibre, et c'est OK. Il y a des femmes, quand elles font l'ascension, elles peuvent vomir entre 10 et 5 fois. Et elles vont au sommet, quoi. Elles sont épuisées, elles accèdent au sommet, parce qu'il y a aussi ce collectif-là. Hyper puissant. Et dans ce que tu dis, il y a aussi en fait la notion de juste revenir à l'essentiel et aux choses simples quelque part. Se délaisser de tout ce qui fait que notre quotidien, des fois, il est trop bruyant, il est trop rapide. Et comme tu dis, on est parasité par un mental qui parle trop fort, alors que notre corps nous parle tout le temps. Il y a cette petite voix intérieure, des fois, qu'on oublie, mais qui est parfois la voix de la raison. Ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis. Pour la question de la fin, c'est simplement une ressource que tu aimerais partager. Ça peut être un livre, un film, une citation, voilà, juste, ou même toi, quelque chose que tu aimerais dire pour clôturer l'épisode. Moi, le livre qui m'a le plus marqué, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Il est rempli de sagesse et c'est le livre que j'ai offert à mes enfants pour démarrer dans la vie. Ok. Voilà, donc c'est très centré sur le moment présent, le dépassement des croyances limitantes. Il a, je trouve, le juste regard sur
comment il faut se positionner par rapport aux autres. Et quand tu as compris ça, tu peux vite comprendre comment devenir heureux et c'est souvent dans la simplicité qu'on l'est. Merci à Magali Tennette pour ce très beau témoignage et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour soi, votre podcast qui porte un œil nouveau sur la santé mentale. À très vite, c'était Clémence Beretta.